Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Medi 1 TV. Enfin, une bonne nouvelle dans le marasme économique provoqué par la pandémie. Les signaux sont au vert pour le textile national. Le Maroc pourrait redevenir un acteur majeur dans le secteur. Les grandes entreprises internationales privilégient désormais la proximité, une opportunité pour les entreprises marocaines. Les grands groupes de prêt-à-porter, de vêtements et de chaussures européens, mais aussi américains, seraient en train de déplacer la production de l'Asie vers des pays plus proches comme le Maroc. Et avec nous aujourd'hui pour parler du présent et de l'avenir de l'industrie textile au Maroc, Fatem Zahra Alaoui, directrice générale de l'AMIT, l'association marocaine des industries du textile et de l'habillement. Madame Alaoui, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Ravie d'être là. Tout d'abord, Madame Alaoui, comment le secteur de l'industrie textile a-t-il vécu la crise de la pandémie ? Comment vous avez géré cette période difficile, sachant que le secteur du textile est le premier secteur employeur au Maroc? Comment vous avez vécu et traversé cette période? Alors, je ne vous cache pas que le début de la période de crise a été très, très difficile. Très difficile pour une raison très simple, c'est que du jour au lendemain, nos usines se sont retrouvées à l'arrêt. Donc, nous avions mis en place, à l'époque, conjointement avec le ministère de l'Industrie, une cellule de crise pour suivre justement l'évolution suite au confinement en Europe. Et on a constaté en l'espace de 24 heures une annulation générale de toutes les commandes qui venaient de nos clients étrangers, sachant qu'on est un secteur qui est quand même à 75% à l'export, donc fortement intégré à l'économie mondiale. Et à partir de là, donc, il a fallu gérer toute la phase de transition avec la mise en place de l'indemnité Covid, justement pour subvenir aux besoins des travailleurs qui se retrouvaient sans emploi en raison de la crise. Ensuite, sous la directive de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, nous avons lancé la production de masques parce qu'il fallait répondre très rapidement aux besoins en masques de protection pour la population marocaine. Donc c'est une très très belle expérience humaine pour nous parce qu'elle nous a permis à la fois de protéger nos concitoyens, mais aussi de nous découvrir des énergies qu'on ne connaissait pas. Et nous avons donc tous travaillé main dans la main, les équipes du ministère de l'Industrie, les équipes de l'AMIT, nos industriels, les laboratoires, les IT, le CTTH qui dépendent de l'AMIT également, pour mettre en place très rapidement ce qu'il fallait pour pouvoir arriver à l'autosuffisance très très vite. Donc c'est une période qui a été difficile, mais en même temps c'est une période de laquelle notre industrie s'est sortie grandie, oui, avec de nouvelles énergies. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de relance, de reprise, d'opportunités. Avez-vous constaté concrètement, Madame Alaoui, au sein de l'AMIT, cette reprise et ce changement de cartographie, de sourcing, dans le jargon, c'est l'approvisionnement exactement, des grands clients européens vers un sourcing de proximité, en l'occurrence le Maroc et des pays proches. Vous l'avez constaté? Oui, on l'a senti très très vite. Pourquoi? Parce que quand vous avez eu la vague de confinement à l'échelle mondiale, on s'est retrouvé avec plus de la moitié de la population mondiale confinée sur le deuxième trimestre de l'année 2020, ça s'est accompagné d'une fermeture de tous les magasins de ce qu'on appelle les produits non essentiels. Parmi eux, il y a l'habillement. Donc, au fait, ce qui s'est passé, c'est que nos clients, les donneurs d'ordre, se sont retrouvés avec des stocks incroyables de produits qu'ils ne pouvaient pas vendre. Et donc, au moment où il y a eu le déconfinement, la réouverture des magasins, il a fallu liquider ces stocks. Donc, il a fallu les vendre en promotion parce qu'ils n'étaient plus de saison. On a la particularité d'avoir une industrie qui est très saisonnière. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nos donneurs d'ordre le savaient avant, mais ils l'ont très bien compris au moment de la crise, c'est qu'il fallait mieux gérer leur stock, donc mieux gérer leurs commandes. Il leur fallait de la proximité et il leur fallait de la flexibilité au niveau des volumes, avec des séries plus petites. Le sourcing asiatique ne vous donne pas cette flexibilité. Vous êtes sur des gros volumes et vous êtes sur des délais de livraison qui sont beaucoup plus longs. Contrairement à un pays comme le Maroc, qui est à 14 km de l'Espagne, oui, et qui a justement cette agilité dans son outil de production pour faire des séries de 50-100 pièces ou faire des séries de 100 000 pièces. C'est une particularité de l'industrie textile marocaine. Et donc, quand il a fallu réouvrir les magasins en Europe et que les donneurs d'ordre avaient besoin de nouveautés très rapidement dans le magasin, avec des réassorts très rapides quand il n'y avait plus de produits, naturellement, ils se sont tournés vers les pays du pourtour méditerranéen et le Maroc en faisait partie. Donc on a enregistré une chute
vertigineuse des exportations sur la période de mars à juin, mais ça s'est remis en route à partir du mois de juillet de l'année 2020, avec un effet de rattrapage de toutes les commandes qui avaient été interrompues, mais également une demande nouvelle qui venait de la part de clients étrangers qui ont compris que leur intérêt était de sourcer plus proche et le Maroc était une plateforme idéale dans ce sens. Vous avez parlé du changement de la nature des commandes plus petites pour expliquer cette nouvelle stratégie des donneurs d'ordre. Mais est-ce qu'il y a aussi la hausse peut-être des salaires en Chine? Est-ce qu'il y a une véritable hausse des salaires en Chine qui a fait que les donneurs d'ordre se tournent vers des pays comme le Maroc? Alors, il y a une hausse. Est-ce que ça joue? Oui, ça joue dans le sens où, effectivement, la main-d'œuvre est plus chère en Chine. Ensuite, la Chine est un pays qui a fait le choix de se tourner aujourd'hui davantage vers sa demande intérieure et servir son marché intérieur. Donc, la part de la Chine, historiquement, même au niveau des exportations vers l'Europe, a stagné, voire baissé, mais elle a baissé en faveur des pays du pourtour chinois, les pays d'Asie dans lesquels les Chinois ont investi principalement. Donc, vous allez avoir des pays comme le Vietnam, le Cambodge. Puis vous avez le Pakistan, le Bangladesh, la Birmanie. Ce sont ces pays-là, si vous voulez, qui ont repris la part de marché de la Chine. Aujourd'hui, il y a des problèmes de logistique. On le sait tous, il y a une rareté des conteneurs, la flambée du fret fait que ça rend encore plus coûteux le sourcing à partir de l'Asie, en tout cas pour notre premier marché, qui est le marché européen. Donc tous ces facteurs-là, effectivement, contribuent à faire en sorte que le sourcing se rapproche davantage. Et puis, bien sûr, on le sait tous, 1er janvier 2023, la taxe carbone européenne. Oui. Donc, tout le sourcing asiatique va devoir payer cette fameuse taxe, plus peut-être que les pays de proximité. Donc, c'est quelque chose aussi que les donneurs d'ordre commencent à rentrer en ligne de compte et préparent cette transition justement vers un sourcing plus proche. Et y a-t-il concrètement déjà des groupes ou des marques de l'Union européenne qui ont déjà abandonné leurs anciens partenaires asiatiques pour signer des accords avec des industriels marocains du textile? Alors, il faut être clair sur une chose, le sourcing asiatique restera toujours là, pour des raisons de coût principalement. Donc, il y a un basculement aujourd'hui, clair, concret, qu'on ressent nous au niveau du Maroc, d'une partie en tout cas de la demande asiatique vers les pays plus proches, dont le Maroc. Il y a également des clients qu'on débauche depuis pas mal de temps, mais qui n'avaient pas réellement répondu à nos appels, qui aujourd'hui reviennent nous voir, ce sont les clients d'Europe du Nord. Oui. Que ce soit l'Allemagne, le Royaume-Uni, les pays scandinaves, les Pays-Bas. Tous ces marchés-là sont des marchés où la présence marocaine jusqu'à présent était très timide, et où aujourd'hui on sent effectivement un afflux de clients de ces pays-là vers le Maroc. Oui, traditionnellement c'était la France et l'Espagne, les principaux donneurs d'ordre, mais maintenant avec, vous venez de le dire, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et les pays scandinaves, on n'imaginait pas que les pays scandinaves pouvaient s'approvisionner au Maroc. Comment justement la MID peut-elle renforcer cet axe et se valoriser pour conquérir ces nouveaux marchés qu'on ne connaît pas? Alors, vraiment. Justement, le premier point, et vous venez de le dire, ce sont des marchés qu'on ne connaît pas vraiment. Ouais. Ils sont très, très différents des marchés, donc nos marchés traditionnels, qui sont, comme vous l'avez dit, principalement l'Espagne et la France. Donc, la première étape, ce que nous avons fait, c'est apporter cette connaissance marché à nos industriels. Donc, en partenariat avec des bailleurs de fonds étrangers, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme GTEx-Menatex. C'est un programme qui est financé à la fois par le gouvernement marocain, le gouvernement suisse et le gouvernement suédois. Nous avons, entre guillemets, profité de la période de crise pour lancer beaucoup d'études, dont justement des études de marché pour comprendre les besoins et les demandes de ces nouveaux marchés que nous voulions attaquer. Ensuite, nous avons également travaillé sur tout ce qui est lié aux actions de promotion, la présence marocaine sur ces marchés-là. Donc, nous avons commencé à cibler les salons internationaux, pour garantir une meilleure présence du Maroc sur ces marchés-là, sur ces salons-là. Donc, que ce soit en Allemagne, par exemple, fin janvier, si tout va bien, on croise les doigts, nous devrions être présents sur un salon en force, sur un salon en Allemagne. Nous avons également pris des relais, parce qu'il faut une présence continue sur le terrain. Vous ne pouvez pas attaquer un marché à distance. Donc, nous avons pris des relais locaux dans chacun de ces marchés-là, dont le rôle est de faire la promotion de l'offre marocaine et de créer des liens entre les acheteurs étrangers de ces marchés-là et les acheteurs marocains. Et enfin,
last but not least, nous organisons chaque année, à l'exception parenthèse faite de la période Covid, un salon, l'AMIT l'organise, qui s'appelle Maroc in Mode, MIM. Et donc, sur la prochaine édition du salon se passera au mois de mars prochain. Et lors de cette édition-là, nous allons effectivement cibler davantage les clients de ces marchés-là pour faire la promotion de l'offre et les inviter à venir la découvrir sur place au Maroc, Inch'Allah, au mois de mars prochain. Et cette opportunité qui s'offre aujourd'hui au Maroc et à son industrie textile est unique. Selon certains industriels marocains, cela ne s'était pas produit depuis les années 80. Quelles mesures faut-il, à votre avis, mettre en place du côté des professionnels comme du côté des pouvoirs publics pour saisir cette opportunité, pour en tirer tous les bénéfices possibles? Alors concrètement, la crise est à la fois la pire crise que l'industrie textile mondiale a connue de son histoire, mais c'est également, pour le Maroc en tout cas, une très belle opportunité. Probablement, effectivement, jamais vue depuis au moins 20-30 ans. Oui. Donc, suite ou sur la base des différents changements de tendance que nous voyons à l'échelle internationale, nous avons élaboré une nouvelle vision pour notre secteur. Cette nouvelle vision, vous avez aussi beaucoup communiqué. On est en train de voir une vidéo promotionnelle pour cette nouvelle vision. Tout à fait. C'est une nouvelle vidéo que nous venons de faire, justement, qui présente cette vision, cette nouvelle vision. C'est une vision qui se veut une vision du futur pour notre industrie. C'est une vision qui est basée sur une notion qu'on appelle la durabilité, dont tout le monde parle aujourd'hui, sauf que nous ne l'avons pas limitée à la durabilité environnementale. Cette vision, vous allez le voir dans la vidéo qui est en train de passer, nous l'avons baptisée Daim Morocco. On a fait le choix de prendre le mot Daim, Daim qui est un mot arabe et qui veut dire durable. Alors, dans un premier temps, c'est un clin d'œil, entre guillemets, à nos détracteurs qui ont souvent tué l'industrie du textile marocaine. C'est une industrie qui a pris beaucoup de coups dans son histoire, mais qui s'est toujours relevée, et qui continuera à se relever, et qui sera toujours là. Donc, elle est daim dans le temps. Donc, c'est la durabilité temporelle. Ensuite, c'est la durabilité sociale. On est un secteur de poids au niveau de l'industrie nationale, de par la main-d'œuvre qu'on emploie, qui est à 65% des femmes. Et à plus de 55% des jeunes non diplômés. Donc nous avons un rôle et une importance sociale très importante dans le pays. Et donc nous voulons être daim d'un point de vue social et accompagner, améliorer le niveau de vie de nos salariés et nos collaborateurs. Ensuite, c'est une durabilité économique des entreprises du secteur et bien sûr une durabilité environnementale parce qu'on se doit de faire cette mutation vers la production plus propre. Qu'est-ce qui va changer concrètement et fondamentalement dans la stratégie des industriels du textile? Alors, quelques exemples de mesures nouvelles que vous allez mettre en œuvre. Alors, les mesures principales, elles sont simples. C'est pas cosmétique. Aujourd'hui, c'est un changement d'état d'esprit global de la part de notre secteur et de la part de notre industrie qui doit se produire. D'un point de vue environnemental, ce sont des investissements qui doivent se faire dans tout ce qui est production propre. Alors, il ne s'agit pas uniquement de mettre des panneaux solaires, ce n'est pas suffisant. C'est des investissements qui se font déjà aujourd'hui dans des stations d'épuration d'eau, par exemple, parce qu'il faut savoir qu'on est l'une des industries les plus polluantes du monde, malheureusement. Un vêtement pollue depuis le premier jour où il est fait jusqu'à ce qu'il soit, entre guillemets, détruit. Donc, toute cette pollution-là, nous devons réduire justement cette pollution à travers une production qui soit plus propre. Une autre initiative, c'est justement d'utiliser des matières naturelles. Aujourd'hui, par opposition à des matières qui sont soit synthétiques, donc produites à partir d'hydrocarbures, ou alors des matières qui sont très consommatrices d'eau. Et sur ce volet-là, aujourd'hui, vous avez par exemple 2 filières sur lesquelles nous travaillons. La première, c'est la filière de la laine. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, l'une des marques les plus connues au monde au niveau de la laine, c'est la laine Mérinos. C'est une laine qui vient aujourd'hui de Nouvelle-Zélande, qui vient d'Australie. À la base, la race Mérinos est une race marocaine qui a été importée par ces gens-là, qui a été développée, qui est aujourd'hui devenue une référence mondiale. Alors qu'au Maroc, malheureusement, c'est une race qui a disparu et où nous favorisons les cheptels pour la viande plutôt que la laine. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Nous avons la capacité, et nous nous devons de recréer justement cette race
marocaine pour avoir de la laine que nous pouvons utiliser dans l'habillement. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est que la laine que nous avons n'est pas vraiment adaptée à l'industrie de l'habillement. Et puis, là, je vais me permettre un petit jeu de mots. Notre deuxième kiff, c'est le cannabis sativa, c'est le chanvre industriel. C'est quelque chose, donc l'utilisation industrielle du chanvre a été légalisée au Maroc très récemment. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'industrie pharmaceutique, médicinale, agroalimentaire, mais on parle très peu du textile. Oui. Alors, pour l'anecdote, en 1850, 75% du textile mondial était fait à base de chanvre industriel. Il a été détrôné avec le temps par le coton et par les fibres synthétiques. Et aujourd'hui, le Maroc a une vraie opportunité de redévelopper cet écosystème qui a la particularité avec cette plante-là d'être tout ce qu'il y a de plus durable d'un point de vue écologique, en termes de consommation d'eau, en termes de propriété même de cette fibre, pour développer justement cet écosystème localement. Alors, le secteur de l'industrie textile a eu, comme beaucoup de secteurs, sa petite traversée du désert. Et les professionnels du secteur mettent en avant plusieurs freins qui empêchent l'essor de l'industrie textile nationale, à commencer par le manque d'assurance crédit pour couvrir les risques à l'export. Cela représente-t-il vraiment un handicap pour le secteur ? Clairement. Clairement, pourquoi ? Parce que, et on l'a vécu très récemment avec la crise du Covid, beaucoup de nos clients, enfin je ne dirais pas beaucoup, mais un nombre non négligeable de nos clients ont connu des difficultés financières. Certains ont fait faillite. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque ces clients ont fait faillite, nos industriels qui travaillaient avec ces clients-là se sont retrouvés avec des impayés très importants, certains se chiffrant à plusieurs dizaines de millions de dirhams. Et le problème, c'est que ce sont des clients, plus ils sont considérés risqués et moins ils sont couverts par les assurances. Ce qui veut dire concrètement que le risque financier, il est intégralement chez l'industriel marocain. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec le ministère de l'Industrie et que Monsieur le ministre porte lui-même, c'est comment améliorer la couverture à l'export des clients qui sont partiellement assurables, en tout cas aujourd'hui. C'est un dispositif, il y avait un dispositif qui avait été mis en place au début des années 2010, justement, pour doubler la garantie primaire donnée par les assurances publiques. Donc on appelait ça une assurance publique complémentaire qui venait compléter l'assurance primaire donnée par les assureurs privés. Aujourd'hui, c'est le même dispositif amélioré que nous sommes en train de discuter avec le ministère de l'Industrie, justement pour apporter une couverture supplémentaire. Madame, beaucoup de choses ont changé ces 10-20 dernières années. Le comportement des clients européens et américains aussi, puisqu'ils ont beaucoup plus tendance aujourd'hui à acheter des produits finis, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Le Maroc et l'industrie marocaine textile, est-elle capable de satisfaire cette demande ? A-t-elle le savoir-faire pour proposer des produits finis, tout en sachant que les clients européens ont aujourd'hui beaucoup plus d'exigences en ce qui concerne des volets comme la décarbonation ou les textiles éco-responsables, vous en avez parlé aussi. Les produits finis, est-ce qu'on peut en proposer aujourd'hui ? Est-ce qu'on est prêt ? Totalement, on le fait déjà. Aujourd'hui, au niveau chiffre, je peux vous dire que la production marocaine textile, elle est, on va dire, à 60-65% en ce qu'on appelle la sous-traitance. Oui. Donc, pas de produits finis, pas de collection. Et puis, 35%, c'est ce qu'on appelle de la co-traitance et du produit fini. C'est-à-dire que dans le premier volet, pour expliquer un peu notre jargon, la sous-traitance, au fait, le client vous donne tout. Il vous donne les tissus, il vous donne les accessoires, il vous donne tout. Ce que vous faites, vous coupez, vous cousez, vous emballez, vous envoyez. Ensuite, quand on passe en co-traitance ou en produit fini, la valeur ajoutée est beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en co-traitance, le client vous envoie les modèles, mais par contre, c'est vous qui achetez tous les intrants nécessaires pour produire ces produits et les exporter. Et le plus haut de la chaîne de valeur, on va dire chez nous, c'est ce qu'on appelle le produit fini, c'est-à-dire que vous êtes force de proposition, vous proposez des collections à vos clients, ils font ce qu'on appelle dans notre jargon le pick-in, ils vont choisir, je veux ce modèle, je veux ce modèle, je veux ce modèle, et vous leur livrez une prestation clé en main, un produit fini. Aujourd'hui, ces capacités, nous les avons. Mais il est vrai qu'elles ne représentent à peu près que 35% de notre production. L'ambition pour nous aujourd'hui, c'est d'augmenter ce ratio et nous serons obligés de le faire. Pourquoi ? Parce que comme vous venez de le signaler, les marchés d'Europe du Nord et le marché américain sont des marchés qui ne fonctionnent pas en sous-traitance.
C'est des marchés qui connaissent que la cotraitance et le produit fini. Donc nous avons besoin d'accompagner la montée en compétences des acteurs qui sont aujourd'hui en sous-traitance et qui ont cette volonté-là pour venir rejoindre le pool d'industriels qui font déjà aujourd'hui de la cotraitance et du produit fini pour pouvoir capter justement ces opportunités de marché. Oui. Il y a autre frein pour les industriels marocains, entendre les professionnels du secteur. Le frein à l'essor de l'export serait aussi lié à un problème de taxes et de droits de douane. Un problème que des concurrents redoutables comme les Turcs, la Turquie, ont déjà résolu. Que proposez-vous au sein de l'AMIT à ce sujet pour soulager l'industrie et donner un coup de pouce, booster l'export marocain? Alors, moi, ça fait que quelques années que je suis à l'AMIT, mais ils m'excuseront cette petite digression. Les anciens me disent que cela fait plus de 15 ans que l'AMIT porte et se bat sur ce sujet en particulier. Alors, pour vous expliquer rapidement la problématique, aujourd'hui, notre premier marché étant l'Union européenne, les accords de libre-échange que nous avons avec l'Europe nous imposent des règles d'origine très strictes. C'est-à-dire que pour bénéficier d'une exonération totale des droits de douane, lorsque nous exportons un produit marocain vers l'Europe, il doit subir une double transformation. C'est-à-dire soit du tissage et une confection, tricotage ou confection, ou impression. En dehors de ces transformations-là, si vous apportez du tissu en dehors de ce qu'on appelle la zone pan-euro-méditerranéenne, nous payons 12% de droits de douane sur le prix sorti usine d'un produit, incluant la valeur ajoutée marocaine. Donc concrètement, je ramène un tissu d'Asie, écru. Je le ramène au Maroc, je lui fais de la teinture, je lui fais de la broderie, je lui fais de la confection et je le réexporte, sachant que c'est moi qui ai dessiné le modèle. Donc toute cette valeur ajoutée-là, je l'ai apportée au Maroc, à l'exception du tissu écru. Quand je vais réexporter ce tissu vers l'Europe, ce produit fini vers l'Europe, je vais payer 12 à 12,5% de droits de douane sur la valeur finale de tout ce produit-là. Si je prends le cas des Turcs, les Turcs sont en union douanière avec l'Union européenne. Ça veut dire qu'ils peuvent ramener du tissu d'Asie ou le fabriquer chez eux, puisqu'ils ont cette capacité-là. Mais s'ils ramènent le même tissu écru d'Asie, ou s'ils ramènent un tissu qui est déjà imprimé, brodé d'Asie, qu'ils le confectionnent en Turquie, qu'ils le réexportent vers l'Europe, ils ne payent pas de droits de douane sur l'Europe. C'est également le cas de beaucoup de pays asiatiques. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une injustice. Donc nous avons travaillé, et je les en remercie pour ça, beaucoup avec les équipes du ministère de l'Industrie, pour arriver à une proposition pour l'industrie textile de modification et d'assouplissement des règles d'origine qui rééquilibre finalement les forces en puissance. Parce qu'aujourd'hui, ironie de l'histoire, c'est que dans le cadre de ce fameux accord de libre-échange, nous avons ce que nous appelons le cumul diagonal. C'est-à-dire que nous pouvons, par exemple, acheter un tissu, quelle que soit sa nature, dans la zone pan-euro-méditerranéenne, le transformer au Maroc, faire une confection au Maroc et le réexporter vers l'Europe en exonération de droits de douane. Les seuls pays qui peuvent vous donner du tissu aujourd'hui, ce sont les pays européens, mais ils ont choisi un positionnement de niche avec des produits techniques, des produits à plus forte valeur ajoutée, moyen haut de gamme. Et vous avez les Turcs, qui eux sont plutôt sur du tissu qui couvre le marché du mass market, on va dire. Et donc aujourd'hui, pour qu'on puisse bénéficier, nous, de l'exonération de droits de douane, on est condamné à acheter du tissu turc. Et vous vous doutez bien que comme nous sommes concurrents des Turcs sur le marché européen sur le produit fini, ils n'ont aucun intérêt à améliorer votre compétitivité. Donc nous allons avoir des retards de livraison, nous allons avoir des prix plus élevés qu'un producteur turc, de manière à pénaliser le produit marocain quand il arrive en concurrence avec le turc sur le marché européen. Donc aujourd'hui, nous demandons, avec les pouvoirs publics marocains, à l'Union européenne de revoir ses règles d'origine et de permettre un accès aux produits marocains où, à minima, la valeur ajoutée créée localement au Maroc ne doit pas être taxée. Il y a encore d'autres volets à aborder, mais le temps qui nous est imparti est presque fini. Nous allons passer à la dernière question et brièvement. Quel est votre objectif aujourd'hui, vos ambitions au sein de l'AMIT pour les 3 ou 4 années à venir, en termes de satisfaction de la demande du marché local, mais aussi vos ambitions pour le marché international, brièvement, Madame Alaoui? Alors, sur le marché local, l'ambition est de porter la part de marché des industriels marocains à 40%. Comme vous le savez, je ne vais pas revenir dessus, c'est un marché qui jusqu'à récemment était envahi par les importations. Sous forme de concurrence déloyale. Donc beaucoup de mesures ont été mises en place pour protéger l'industrie nationale contre ces pratiques et permettre aux industriels marocains de reprendre leur place légitime sur leur marché domestique. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, toujours sur le marché domestique,
un levier très fort à activer est la commande publique. Aujourd'hui, la commande publique est importante. Elle doit aller en priorité à la production marocaine qui est au moins, je dis bien au moins, de même qualité, voire meilleure que ce qui est importé, et à un prix très compétitif. Donc la commande publique doit se focaliser, il doit y avoir une règle claire de préférence nationale dans la commande publique. Ensuite, dernier volet, nous avons besoin d'intégrer notre chaîne de valeur. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un soutien de l'État très fort pour pouvoir justement reconstruire cet amont textile qui nous manque. Et là, rapidement, quelques points. L'énergie, le coût de l'énergie, il est très important. Nous allons passer aux énergies renouvelables, mais entre-temps, nous avons besoin d'une réduction de la facture énergétique parce que l'amont est très énergivore. Nous avons besoin d'un soutien financier, donc des financements à taux réduit, garantis par l'État. Et puis comme l'amont est très capitalistique, nous parlons de plusieurs centaines de millions de dirhams d'investissement, une participation étatique à travers le fonds Mohamed VI est très importante. Merci beaucoup Madame Alaoui, j'espère que le message est passé. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'AMIC, l'association marocaine des industriels du textile et de l'habillement. Merci. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Très belle soirée, excellente suite des programmes sur Média TV.